La première nuit où cela s'est produit, je me suis réveillée au bruit du verre qui se brisait. Mon cœur s'est emballé avant même que mes yeux ne s'ouvrent. Je me suis redressée sur le matelas, trempée de sueur malgré l'air froid d'octobre qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. L'horloge affichait 2h13, une heure que je ne reverrai jamais sans me rappeler ce bruit qui m'avait arrachée au sommeil. Nous venions tout juste d'emménager dans cette maison en périphérie de Harrisburg, en Pennsylvanie, une demeure à 2 étages construite au début des années 1900, coincée entre la rivière Susquehanna et une portion de voie de ferrée ancienne. C'était à la fin de l'année 2010, alors que l'économie était encore meurtrie et que les maisons restaient vides dans notre quartier, telles des tombes barricadées. Cette maison était une bonne affaire, quelque chose que mon père avait sauté sur l'occasion après des mois de recherche. Il aimait ses lourds balustres en bois, ses plafonds élevés et son sous-sol aux murs de pierre. Je me souviens avoir pensé qu'elle sentait légèrement la terre humide, peu importe le nombre de bougies que ma mère allumait. Mais ce premier bruit de verre, rien n'était tombé. Nous avons vérifié la cuisine, le salon, même le sous-sol. Toutes les fenêtres étaient intactes, tous les plats à leur place. Mon père a balayé l'incident d'un geste, attribuant le bruit au tuyau du chauffage qui craquait sous pression. Moi, je ne pouvais m'empêcher de le rejouer dans ma tête. Ce n'était pas un simple craquement ou un pop, mais un éclatement violent, assez aigu pour faire frissonner ma peau. 2 nuits plus tard, cela s'est reproduit. Pas du verre cette fois, mais un bruit sourd, comme si quelqu'un laissait tomber un gros carton directement au-dessus de ma chambre. J'étais au 2e étage. Au-dessus de moi, il n'y avait que le grenier. Mon pouls s'est emballé tandis que je fixais le plafond, m'attendant à voir de la poussière tomber. Rien. J'ai compté à voix basse dans ma tête pour me calmer. Le lendemain, en montant les étroites marches du grenier, l'air était si vicié qu'il me brûlait la gorge. Des toiles d'araignée pendaient aux poutres. Des cartons du précédent propriétaire étaient empilés et scotchés. Aucun n'était déplacé ou abîmé. La tension est montée rapidement. Dès la première semaine, aucun de nous ne dormait. Mon frère cadet a cessé d'utiliser sa chambre, traînant ses couvertures sur le canapé du salon. Il refusait d'expliquer pourquoi. Ma mère traversait la maison les poings serrés, comme si elle se préparait à un impact invisible. Mon père devenait irritable, s'emportant pour un rien. Puis est venu le froid. Peu importait si le chauffage tournait. Un courant d'air glacial semblait remonter du sous-sol. Je me réveillais la nuit et voyais ma respiration se condenser dans l'obscurité. Chaque matin, de la condensation s'accrochait aux fenêtres à l'étage, même quand l'air extérieur était sec. Le sous-sol était toujours le pire. Les murs de pierre semblaient humides, sans qu'aucune fuite n'explique cette impression. L'unique ampoule suspendue diffusait une lumière jaune faible qui n'atteignait pas les recoins. Chaque fois que j'y descendais, j'avais l'impression que quelque chose bougeait dans le champ de ma vision, juste hors de portée. Parfois, j'entendais un frottement léger, comme des ongles raclant la pierre. Un soir, juste après le crépuscule, mon frère laissa tomber un panier à linge à mi-hauteur des marches du sous-sol et s'élança vers le haut, le visage pâle, refusant de redescendre. Lorsque je suis allée le récupérer, l'air semblait plus dense, chargé, presque métallique. Je me penchai pour attraper le panier et c'est là que je l'ai entendu. Une respiration. Lente, irrégulière, dans l'ombre juste au-delà de l'ampoule. Je me figeai. Ma peau passa de chaud à froid. Chaque poil se dressa. La respiration s'arrêta dès que je bougeais. Je reculai sur les marches sans me retourner. À ce moment-là, les manifestations devinrent quotidiennes. Les luminaires oscillaient sans qu'aucune fenêtre ne soit ouverte. Les portes tremblaient dans leur cadre. Des pas mesurés, lourds, parcouraient le couloir la nuit alors que tout le monde dormait. Une fois, en me brossant les dents, j'ai aperçu quelqu'un passer dans l'embrasure de la salle de bain derrière moi. Je suis immédiatement sortie. Le couloir était vide. Nous avons commencé à verrouiller nos chambres la nuit. Cela ne changeait rien. Je me réveillais au bruit du bouton tournant, lent et délibéré, comme si quelqu'un testait la serrure. Les moments les plus effrayants étaient toujours brefs, mais violents. Une nuit, ma mère fut réveillée en sursaut par la sensation que le matelas tremblait sous elle.
Elle se redressa, tirant les couvertures contre sa poitrine. Lorsqu'elle se leva, le lit était immobile. Elle ne dormit pas de la nuit. Je n'étais pas épargnée non plus. Assis à mon bureau tard un soir, essayant de terminer un devoir universitaire, je ressentis une pression soudaine sur le dossier de ma chaise, comme si quelqu'un s'y appuyait lourdement. Le bois grinça. Je me retournai si vite que ma chaise bascula. La pièce était vide. Ma poitrine se serra jusqu'à m'empêcher de respirer. La maison semblait se nourrir de notre peur. Plus nous étions inquiets, plus les phénomènes devenaient audacieux. Une nuit en particulier reste gravée en moi. Début décembre, le ciel chargé de nuages de neige, les rues silencieuses. J'étais allongée dans mon lit, tentant de lire, lorsque toutes les fenêtres de la maison se mirent à trembler violemment à l'unisson. Le bruit fut assourdissant, comme si un camion avait percuté les fondations. Mon livre m'échappa des mains alors que je m'asseyais d'un bond. Le vacarme cessa aussi soudainement qu'il avait commencé, laissant un silence si épais que mes oreilles bourdonnaient. Quelques secondes plus tard, l'air de ma chambre tomba à zéro. Ma respiration se condensait devant moi, et j'entendis un frottement lent contre les planches juste devant ma porte. Il passa devant ma chambre. Chaque raclement durait trop longtemps, calculé, lourd. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait briser mes côtes. Je me collai à la tête de lit, retenant mon souffle. Le grattement cessa, puis vint un coup contre ma porte. Un seul, mais qui résonna dans le cadre comme un marteau. Mes genoux fléchirent lorsque j'essayai de me lever. Je ne pus ouvrir la porte que le matin, lorsque la lumière du soleil traversa le givre sur la vitre. Le couloir semblait normal, trop normal. Les semaines suivantes se fondirent dans un cycle de peur et d'épuisement. Mon père, désespéré de trouver une explication rationnelle, fit appel à un entrepreneur pour vérifier les fondations, les tuyaux, le chauffage. Rien d'anormal. Pas de fuite, pas de planche desserrée, pas de courant d'air pouvant expliquer ce froid. Chaque explication logique s'effondrait. Puis vint la nuit qui faillit nous chasser. Juste après minuit, les détecteurs de fumée se mirent à hurler, assez stridents pour nous arracher au sommeil. Nous titubâmes dans les couloirs, l'adrénaline à bloc, nous attendant à voir des flammes. Mais l'air était clair. Pas de fumée, pas de feu. Les alarmes ne s'arrêtaient pas, même après avoir retiré les piles. Alors commença autre chose. Du sous-sol monta un martèlement, rythmique et incessant, comme des poings frappant les murs de pierre. Mon estomac se noua. Nous restâmes figés sur le palier, écoutant le bruit monter les escaliers, marche après marche, jusqu'à atteindre la porte du haut. Le bouton tourna violemment, tremblant dans sa serrure. Mon frère s'accrocha à la rampe, le visage blême. Puis, silence. Le bouton cessa de bouger. Le martèlement s'arrêta. Les alarmes s'éteignirent tout d'un seul coup. La maison tomba dans un silence si pesant qu'il en devenait insupportable. Aucun de nous ne dormit cette nuit-là. Dans les jours qui suivirent, ma mère insista pour partir. Mon père résista, mais ses nerfs lâchaient. Il sursautait au moindre bruit. Il n'osait presque plus approcher le sous-sol. Nous tenions encore un mois, chaque nuit pire que la précédente, jusqu'à un dernier événement qui fit basculer la balance. J'étais seule dans la cuisine, en train de verser un verre d'eau. Le réfrigérateur ronronnait. L'horloge tic-taquait régulièrement. Puis, sans prévenir, toutes les portes des placards s'ouvrirent d'un coup. Le bruit résonna contre les murs, si fort que je laissai tomber le verre, l'eau éclaboussant le sol. Ma poitrine se serra en voyant l'une des portes se balancer comme un pendule, lentement, moqueusement, sans qu'aucun souffle ne l'ait poussée. Ça y était. Dans la semaine, nous avions quitté la maison. Elle est toujours là, à Harrisburg, usée et écaillée. Parfois, en passant devant, je me demande si les nouveaux propriétaires entendent les mêmes pas, ressentent le même froid glacial s'infiltrer dans les murs, se réveillent au même bruit qui nous faisait nous sentir traqués dans notre propre maison. Je n'ai jamais voulu connaître la réponse.